Bonjour à tous et bienvenue sur TV Agri pour cette conférence intitulée « Le vivant, moteur de la transformation de notre modèle agricole et alimentaire, des collectifs qui se réinventent pour un défi commun ». Alors à l'heure de ce salon de l'agriculture où le vivant est le thème principal, notre mission pour une agriculture du vivant est justement de remettre l'agronomie et la maximisation des cycles du vivant dans les filières agricoles et agroalimentaires. Nous avons souhaité échanger avec nos intervenants de ce jour autour du projet agricole que tous les acteurs appellent de leur vœu depuis le début de cette semaine du Salon de l'agriculture. Nous avons besoin d'un projet agricole fort, positif et rassembleur qui va permettre d'accélérer cette transition agroécologique qui se doit d'être systémique. Et c'est pourquoi, en l'honneur de cette semaine du Salon de l'agriculture, nous avons souhaité, avec Pour une agriculture du vivant, diffuser un manifeste du vivant qui rappelle les fondamentaux de ce projet agricole et aussi la nécessité de nous mobiliser collectivement à grande échelle. Image. Alors j'ai l'honneur d'accueillir autour de cette table 4 intervenants convaincus de cette transition agroécologique et engagés. Donc en premier lieu, évidemment, parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture sans agriculteurs, Hervé Fournier, agriculteur céréalier en culture d'industrie dans la Somme. Pierre-Marie Brizou, directeur agriculture régénératrice pour Danone Europe. Ludovic Brindejon, fondateur et directeur général d'Agriéthique. Et enfin Sophie Cucheval, directrice des opérations de Mimosa, plateforme de financement que tout le monde connaît. Alors ce que je souhaiterais aborder en premier lieu avec vous aujourd'hui, c'est justement la compréhension de ce défi commun qui nous anime. Et évidemment pour rentrer dans le concret, parce qu'avant tout l'agroécologie c'est quelque chose qui est né sur le terrain. Peut-être Hervé, est-ce que tu peux déjà nous expliquer finalement quelle était ta prise de conscience de ce vivant et comment toi tu finalement le mets en œuvre aujourd'hui sur ta ferme ? Donc la transition, pour moi, agroécologique, elle passe déjà par l'étape psychologique. Il est difficile de changer nos habitudes de cultiver nos anciennes pratiques. Du coup, il a fallu changer pas mal de choses au niveau de la formation, au niveau de la transition agroécologique, grâce à nos nouvelles pratiques qui ont été faites. Depuis 10 ans, j'ai arrêté le labour. J'ai pratiqué pas mal de choses au niveau de l'augmentation de la matière organique de mes sols, la diminution du travail du sol. J'ai pu arriver à avoir des meilleurs résultats sur mon exploitation grâce à toute cette transition, quoi. Et quel a été vraiment le déclic pour toi, en fait, en termes de prise de conscience qu'il fallait changer finalement de façon de faire ? Alors le problème, c'est qu'on n'est pas forcément bien accompagné à ce niveau-là pour cette transition. Et du coup, les démarches sont très compliquées pour arriver à faire changer notre système. Alors Pierre-Marie, toi tu représentes aujourd'hui Danone, alors industrie, agroalimentaire qui fabrique notamment des produits laitiers. Comment ça résonne aujourd'hui le terme du vivant, la place du vivant quand on est justement un industriel, et quelle a été pour vous finalement la prise de conscience autour de ce défi ? Donc nous, le vivant, ça résonne fort puisque
Aujourd'hui, on a 13 usines en France donc, qui transforment des matières agricoles sur 3 activités. Et c'est vrai que quand j'entends Hervé, on est étroitement liés entre les filières agricoles et nos usines de transformation. Donc on ne parle pas d'une démarche, on va dire, juste environnementale, on parle juste de l'avenir de nos usines et de nos agriculteurs. Donc on est sur des enjeux d'approvisionnement et je pense que depuis 2-3 ans, on vit pas mal d'événements qui nous fait prendre conscience en tout cas des problèmes autour de la rupture d'approvisionnement. Donc on ne parle plus de démarche seulement, on va dire, environnementale, là on parle de l'avenir et la connexion entre les agriculteurs et les usines de transformation. Donc comment est-ce qu'on peut faire entrer le vivant dans notre entreprise? Donc nous, en fait, notre conviction, c'est on doit avoir des bases solides entre les agriculteurs et l'entreprise via des contrats sécurisants. Et à partir de ce moment-là, ça donne, en tout cas, l'espace mental pour travailler avec les agriculteurs sur un programme de transition. Donc nous, on travaille sur des programmes très différents selon les filières, mais adaptés au territoire. Et c'est là, en fait, où on a envie d'intervenir en proximité avec les agriculteurs. Donc la notion de territoire et d'ancrage en effet local est aussi un élément clé pour vous de cette définition du vivant et de votre lien au vivant. Ouais, on est assez convaincus que c'est dans les territoires que cette transition va se passer. Elle va se passer en coopération avec les acteurs privés, les acteurs publics. Et je pense qu'on a différentes thématiques à adresser. L'eau peut être un super vecteur de communication entre les acteurs. On a des énormes enjeux autour du carbone, remettre du carbone dans les sols. Et un enjeu de restaurer la biodiversité. Et si on n'arrive pas à faire ça très rapidement, c'est une énorme problématique pour nos agriculteurs, mais également pour nos salariés et nos usines. Donc il y a urgence à agir. Alors on voit assez rapidement que le sujet du modèle économique, de la contractualisation, de la relation entre l'agriculteur et l'industrie agroalimentaire est déjà une composante essentielle de cette reconnexion au vivant et de ce défi commun qu'on doit relever ensemble pour régénérer les sols, régénérer les écosystèmes. Donc vous, justement, Ludovic, chez Agriéthique, la contractualisation et toutes ces réflexions autour de la juste rémunération et d'un modèle équitable, c'est votre savoir-faire, c'est votre connaissance. Comment aujourd'hui vous réfléchissez à justement aller plus loin sur ce volet de la régénération et du défi du vivant dans les pratiques agricoles? En fait, nous, on considère qu'il ne peut pas y avoir de transition sans rémunération. Et quand on a démarré notre belle aventure il y a 10 ans maintenant, on avait pris le parti de commencer finalement par le pilier économique et de se dire, avant de parler de transition, d'environnement, de bien-être animal, il faut d'abord que le producteur soit bien rémunéré et qu'on puisse lui donner les moyens de s'engager. Et donc, on a rapidement mis en place, comme tu le sais, des contrats du producteur jusqu'au porteur de marque, voire l'enseigne, sur la base d'un prix basse coût de production, d'une durée de 3 ans et d'un volume minimum. Ça veut dire que pendant 3 ans, voire 5 ans, 7 ans pour certains contrats, eh bien, on ne parle plus de prix. Le prix ne vient plus parasiter nos échanges. Et on a le temps de discuter, de se réinventer, d'innover et donc de parler d'environnement et de transition. Et pour faire le lien avec la question de manière plus précise, c'est aussi de passer d'une logique de moyens à une logique d'impact. On le sait, la majorité des filières encore aujourd'hui sont basées sur des cahiers des charges de production, des cahiers des charges qui sont imposés aux producteurs. Souvent, ces cahiers des charges sont imposés sur l'ensemble du territoire. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a 2 effets un peu néfastes. Premier effet, c'est que le producteur n'a pas forcément participé à la co-construction de ce cahier des charges et on vient lui imposer des exigences. Et je pense que c'est assez dommageable. Donc la motivation n'est pas là. Et ensuite, ce cahier des charges n'est pas forcément adapté au territoire. Donc nous, notre volonté, et c'est la raison pour laquelle on discute ensemble depuis un bout de temps, c'est qu'on souhaite aller vers une logique d'impact pour justement redonner de l'autonomie au producteur et lui permettre, je dirais, d'avoir une approche non plus produit, mais une approche systémique de son exploitation et d'identifier justement le plan de progrès à mettre en place pour envisager cette transition.
Alors, je reviendrai à Sophie juste après, mais justement, je trouve ça très intéressant. Est-ce que Hervé, tu as un exemple à nous donner justement de situation où finalement la relation que tu pouvais avoir avec ta filière et donc avec tes parties prenantes avec lesquelles tu travailles ont été bloquantes finalement dans tes objectifs de transition et soit ça t'a empêché de mettre en place des pratiques, soit ça t'a empêché de valoriser ta production agroécologique? Alors le problème c'est que ça fait 10 ans que je pratique ce genre de type d'agriculture et le problème c'est qu'aujourd'hui le monde industriel n'est pas forcément au courant de nos pratiques et du coup en fait il faut arriver à mettre en œuvre des moyens qui nous permettent de mettre en valeur nos pratiques grâce à l'indice de régénération. En fait il va pouvoir permettre à l'agriculteur de se repérer au niveau de différents critères, au niveau de la sol, au niveau de la plante, au niveau des formations et du paysage. Ça permettra de donner une note et de pouvoir corréler entre guillemets nos efforts qui sont fournis dans notre exploitation et pouvoir directement lier les industriels par rapport à nos pratiques. Et je trouve ça très intéressant pour aussi montrer qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font déjà des pratiques sans le savoir et grâce à cette IR, on pourra permettre aux industriels de dire ben voilà, aujourd'hui il y a déjà des efforts qui sont fournis et si on peut permettre d'être valorisé à ce niveau-là, je trouverais ça intéressant, quoi. Et alors si on prend un exemple très concret de culture, je sais que tu es beaucoup sur des cultures d'industrie, donc de pommes de terre, de carottes, de petits pois, je crois aussi, de haricots. Oui. On sait qu'en agroécologie, voilà, il faut aller maximiser la production de biomasse, mettre des couverts végétaux et ça réduire le travail du sol, ce qui peut entraîner des problèmes de repousse. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés justement aussi de valorisation de tes productions parce que y avait finalement des espèces qui venaient s'infiltrer dans d'autres et qui n'étaient pas forcément prévues dans l'attente de ton acheteur? Le problème c'est que quand on arrête ou plus ou moins le travail du sol, notamment les labours, on a beaucoup plus de problèmes au niveau des repousses, que ce soit des mauvaises herbes ou autres. Et du coup, au niveau des récoltes des cultures, on retrouve des mauvaises herbes. Et forcément, l'industriel, ça ne lui plaît pas. Et du coup, on a des parcelles qui peuvent être refusées. Et du coup, on se retrouve, entre guillemets, à avoir aucune marge, alors qu'on a essayé de faire des choses, entre guillemets, qui sont nouvelles. Et on n'est pas forcément accompagné du tout par l'industriel à ce niveau-là. Donc en fait, c'est toujours l'agriculteur qui prend des risques, au final, pour cette transition. Et aujourd'hui, on n'a pas cette facilité de transition. Et l'industriel, aujourd'hui, il veut absolument avoir des produits sains sans problème, quoi. Alors, tu as parlé de l'indice de régénération qui permet d'avoir un dialogue avec l'acheteur pour vous laisser finalement un maximum d'autonomie, ce qui était aussi le point soulevé par Ludovic. Pierre-Marie, comment, du coup, quand on est industriel, on peut accompagner ces finalement incertitudes sur la qualité de la production et le fait que derrière, dans le processus industriel, ce ne soit pas forcément ce qu'on attend? Moi, je vais reparler peut-être d'un programme qu'on a monté avec la marque Blédina. Donc, il y a 4 ans, on a monté un programme de transition vers l'agriculture régénératrice ou l'agroécologie. Et dans ce cadre-là, on a engagé 30 fermes pilotes, justement. Parce que moi, je pense que le rôle de l'industriel est justement d'aider l'agriculteur à dérisquer la prise d'initiative et les essais. Donc, on voit clairement notre rôle de se dire si l'agriculteur a envie de s'engager en une transition, on doit l'aider à dérisquer cette transition. Donc c'est le rôle qu'on joue nous dans nos programmes. Et on doit également l'aider à voir clair par nos contrats et la valorisation qu'on va amener à travers nos matières premières. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'indice de régénération. Aujourd'hui, moi, je vois cet indice comme un énorme outil de discussion entre les acteurs privés. Par exemple, sur une rotation de culture, on va avoir 3, 4 acheteurs différents. Et on doit trouver les acheteurs qui ont envie d'emmener le territoire dans une transition. Et l'indice de régénération n'est pas pour le consommateur, il est là pour avoir une discussion entre les acteurs sur qu'est-ce qu'on a envie de faire sur ce territoire en termes de transition. Et forcément, à la fin, les acheteurs doivent amener une valorisation auprès du producteur. Et je crois beaucoup à cet indice pour, en tout cas, aider à cette coopération et ces discussions. Donc on arrive en effet au point assez fondamental de cette conférence qui était la notion de collectif et que finalement ce que tu exprimes et ce que tu exprimais aussi tout à l'heure Hervé, c'est le fait que tout seul on est finalement limité dans notre capacité à agir et à aller chercher cet impact. Peut-être Sophie, toi aussi, alors j'ai souhaité que tu puisses participer à cette conférence parce qu'on parle souvent des filières et on ne parle pas forcément du secteur du financement.
mais on va le voir, qui est fondamental évidemment dans l'accélération de cette transition. Comment toi, au niveau de Mimosa, justement, tu portes aussi ce défi et comment tu le vois s'intégrer dans ces réflexions collectives qui sont nécessaires pour agir? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a 2 métiers, je pense, chez Mimosa. On a un premier métier qui est celui de financer en direct des agriculteurs qui ont des besoins de financement pour accélérer leur transition. Ça, c'est la première chose. Et on travaille aussi avec des entreprises, des industriels, des coopératives, des distributeurs sur du cofinancement de leurs programmes auprès de leurs filières. On travaille par exemple avec Danone sur un programme qui s'appelle Les 2 pieds sur terre pour accélérer la transition bas carbone des éleveurs laitiers partenaires de Danone. Et du coup, un des enjeux, c'est vraiment de travailler cette partie financement en intégrant les citoyens, mais aussi la partie communication. C'est vraiment 2 piliers sur lesquels on essaye d'agir. Et en fait, Mimosa, c'est finalement une vitrine du vivant pour y revenir. L'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui permette très simplement d'expliquer aux citoyens ces transitions dont on parle, qui sont en fait pas suffisamment claires pour le citoyen. Et donc l'idée, c'est vraiment de lui apporter les preuves par l'image, par des projets, par des humains qui sont derrière sur la plateforme. Et est-ce que c'est facile justement de parler du vivant sur une page web qui finalement est assez limitée en espace, mais d'arriver à passer ces messages-là, comment on fait? C'est compliqué. Ce que je pense, c'est que c'est intéressant parce qu'il y a une vitrine où il y a uniquement des projets agricoles. Sur Mimosa, on a 6500 projets aujourd'hui. Donc en fait, on voit la diversité à la fois du monde agricole, la diversité des exploitations, la diversité des filières, la diversité des modes de production. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et donc oui, l'idée, c'est à la fois d'expliquer les démarches de transition. On pourra revenir à l'indice de régénération après, d'expliquer les démarches de transition et puis d'expliquer les besoins de financement. Sur chaque projet, l'idée, c'est d'expliquer à un moment, quand on veut stocker du carbone dans les sols, quand on veut réduire l'empreinte carbone d'une ferme, comment concrètement on fait et combien ça coûte. Alors on a parlé à plusieurs reprises de cette notion d'impact, de la nécessité d'agir en collectif. Toi, Hervé, à ton niveau agriculteur, ça veut dire quoi concrètement être dans un collectif comme pour une agriculture du vivant? Qu'est-ce que tu en attends? Quels bénéfices tu en retires déjà au niveau de tes pratiques, au niveau du partage peut-être de tes enjeux, de tes problématiques à toi ou de recherche de valorisation? Donc aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de trouver un accompagnement autour de chez nous au niveau de nos pratiques. On a différents types de pratiques et PADV permet aussi de pouvoir retrouver d'autres types d'agriculteurs et ça permet de retrouver des agriculteurs qui ont déjà des pratiques déjà depuis longtemps et de pouvoir faire avancer notre système plus facilement. Donc je pense que là-dessus c'est très important de pouvoir partager nos valeurs d'agriculture de conservation. Et je pense que PADV a un rôle à jouer à ce niveau-là pour continuer à avoir le plus d'agriculteurs possible dans cette transition et surtout aussi d'avoir les filières qui se structurent de plus en plus pour qu'il y ait une majorité d'agriculteurs qui continuent cette voie-là, quoi. Alors je crois que tu t'es engagé comme agriculteur ambassadeur. Ça veut dire quoi au sein du réseau et quel est ton rôle? Alors, pour moi, c'est important d'être ambassadeur PADV. Ça me permet justement d'avoir plus ou de faire connaître entre guillemets à plus d'agriculteurs aujourd'hui ce que PADV, parce qu'aujourd'hui peu de personnes connaissent, donc du coup c'est promouvoir entre guillemets PADV et par rapport à mes pratiques et montrer qu'aujourd'hui il est possible de faire mieux aujourd'hui par nos pratiques et de valoriser aussi notre exploitation par la partie économique. On peut lier les deux, on peut avoir une résilience agroécologique et économie. Et aujourd'hui, c'est très important de passer par là, quoi, pour faire avancer le système, quoi. Alors, est-ce que tu as des exemples de choses qui ont avancé depuis que tu es adhérent pour une agriculture du vivant, des bénéfices, des résultats que tu as obtenus? Alors, depuis 10 ans, le fait d'avoir moins travaillé les sols, apporté beaucoup de matière organique, d'avoir des couverts très performants, ça m'a permis d'avoir une terre où mon taux de matière organique il a augmenté, d'avoir une résilience sur mes cultures, avoir apporté moins d'engrais, moins de phyto. Et du coup, j'arrive à obtenir entre guillemets une rémunération qui est largement correcte par rapport à du conventionnel, quoi. Donc j'ai un système qui est beaucoup plus résilient. Et par ça, ça passe par beaucoup d'années de pratique et de connaissances.
Merci Hervé. Pierre-Marie, tout à l'heure, tu disais que l'objectif était de travailler avec les autres acteurs de la rotation. Donc je le rappelle pour les téléspectateurs, l'idée c'est que sur une ferme, il y a plusieurs cultures et que l'agroécologie, elle est systémique et elle est forcément à l'échelle de la ferme. Ce qui fait que quand on est acheteur et qu'on achète par exemple du blé, en fait, on a un impact sur l'agriculteur, mais on a un impact aussi sur la qualité des productions qui vont être vendues à d'autres acteurs. Donc c'est vrai que ça force finalement à s'ouvrir à ces autres débouchés qui peuvent être des concurrents. Donc concrètement, comment on fait quand on est Danone de peut-être être obligé demain de commencer à échanger avec des concurrents ou des compétiteurs, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Quels sont un peu les enjeux derrière ça ou les verrous qu'il faut faire sauter pour culturellement accepter de rentrer dans ces démarches de coopération? C'est pas facile. C'est pas facile, ça prend du temps. En fait, je vais parler par exemple de quand on travaille avec des coopératives agricoles. Aujourd'hui, ça ne peut pas être Danone qui porte tout seul le projet. Donc ça prend du temps d'embarquer les coopératives, mais une fois que la coopérative a compris qu'elle avait envie d'enclencher une transition avec ses agriculteurs, c'est avec la coopérative qu'on va justement aller voir les autres acteurs et trouver d'autres acteurs qui sont motivés pour s'engager dans une transition. Donc, en tout cas, je vois ce rôle de la coopérative en tant que porteur de projet et agrégateur des parties prenantes. Et donc également PADV par son réseau peut engager des discussions avec ses partenaires. Et ça prend du temps, mais une fois qu'on a engagé tout l'écosystème, c'est à ce moment-là qu'on doit mettre en place forcément des règles pour clarifier qu'est-ce qu'on a le droit de discuter et pas le droit de discuter, parce que forcément on n'a pas le droit de discuter de prix et de volume avec les autres acteurs économiques. Mais une fois qu'on a sorti ça de la discussion et qu'on partage une vision commune, en fait on a fait le plus gros de la discussion. Puisqu'après on va monter le programme ensemble et on va engager la coopérative et les agriculteurs. Donc si je comprends bien, la clé c'est de responsabiliser finalement les partenaires pour qu'eux-mêmes portent ce projet et que ce ne soit pas un projet Danone, mais bien un projet partenarial porté par la coopérative qui ensuite va se faire l'avocat, le défenseur du projet auprès de ses propres parties prenantes parce qu'elle en est convaincue elle-même. Bon, en tout cas, oui, ça c'est ma conviction pour une transition qui est pérenne, durable, parce qu'on ne parle pas de transition d'un an, on parle de transition de 5-10 années. Si un seul acteur économique porte le sujet de la transition, c'est voué à l'échec. Donc, par contre, si l'ensemble des acteurs économiques et également publics, parce que je pense qu'on a également un gros rôle des acteurs publics pour accompagner cette transition, c'est les meilleures clés de succès de la transition. Alors peut-être Ludovic, quel regard tu portes? Parce que je sais que vous avez un vrai savoir-faire chez Agriéthique justement sur la mise en place de ces démarches de collaboration, de coopération au sein des filières. Quelles sont les clés de succès justement quand un projet vient d'un acteur agroalimentaire et qui doit embarquer sa filière, ses coopératives pour que ça marche et que ça fonctionne sur le long terme? Oui. Bon, je l'ai un peu évoqué déjà dans mon discours précédent, c'est-à-dire que c'est indispensable que l'ensemble des acteurs puissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, contractualiser dans la durée, 3 ans, 5 ans, parce que pendant cette période-là, justement, ils ne vont plus parler de prix et ils vont avoir le temps justement de parler, comme le disait Pierre-Marie, de transition, de bien-être, etc. Donc il faut vraiment un engagement extrêmement fort, contractualisé entre les différents acteurs de la filière. Et l'autre aspect qui me semble intéressant, je vous écoutais tout à l'heure, je ne me souviens plus de ton prénom, Hervé. Hervé, il disait, moi quand j'ai un problème sur ma parcelle, si j'ai bien compris, bien entendu, hélas ma parcelle est déclassée, etc. Moi ce que je trouve intéressant dans notre approche, dans nos visions, c'est qu'on ne va pas mettre l'agriculteur de côté. Nous, on est un commerce équitable pluriel et PADV, pour une agriculture du vivant, s'adresse aussi à tous les types d'agriculture, tous les types d'agriculteurs. Et ce que je trouve intéressant dans l'approche, c'est qu'on va partir d'une photo à l'instant T et on va permettre à l'agriculteur, quel que soit de son territoire, de s'engager dans un processus d'amélioration. Et c'est tout à fait le message que nous, on fait passer auprès des différents acteurs de la filière. L'autre levier également qu'on peut je dirais, utiliser, notamment pour impliquer les coopératives. On parlait des coopératives, Pierre-Marie. C'est vrai qu'on peut aborder le sujet PADV sous l'angle technique. Et encore une fois, accompagner l'agriculteur dans l'amélioration de ses pratiques.
Mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à cet argument-là. Il faut aussi clairement expliquer à l'agriculteur que les marques, les consommateurs ont besoin de transparence, ont besoin de comprendre les engagements de la marque. Et pour comprendre les engagements de la marque, il faut que le producteur puisse aussi le comprendre et en ait conscience. Et le producteur, il est comme tout le monde, c'est un consommateur, c'est un citoyen, et il a conscience des défis qu'on doit relever. Alors ça, c'est un point assez fondamental dans l'approche aussi pour une agriculture du vivant, justement, c'est d'organiser des visites croisées, donc des visites de ferme pour les acheteurs, des visites d'usines pour les agriculteurs. Est-ce que toi, justement, tu as vu une évolution alors, de toi, à ton niveau, de ta compréhension, justement, des contraintes des industriels? Est-ce que c'est des choses qui t'ont été utiles de mieux percevoir pour entrer dans ces conversations? Encore plus qu'avant d'être agriculteur, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, donc j'étais entre les deux. Donc du coup, j'ai compris les problématiques de l'industriel et les problématiques de l'agriculteur. Et le but, c'est d'arriver à faire remonter, entre guillemets, les problèmes de chacun. Parce qu'on a tous des problèmes entre l'industriel et l'agriculteur qui sont complètement différents. Et je pense que le fait de pouvoir se retrouver et de voir les problématiques de chacun, ça permettra de faire évoluer aussi chacun nos pratiques. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à pouvoir discuter ensemble sur les problématiques de chacun, on ne pourra pas faire avancer le système. Et donc du coup, l'intermédiaire de PADV, il est vachement important pour pouvoir justement faire comprendre le message et de mettre en relation l'agriculteur et l'industriel et de trouver des solutions pour arriver à produire, entre guillemets, avec un meilleur système agroécologique, quoi. Et alors Ludovic, quand finalement Agriéthique, c'est déjà un collectif en soi, quel est l'intérêt de se rapprocher finalement d'un collectif pour une agriculture du vivant? Quelles sont les synergies? Est-ce que c'est pas une complexité supplémentaire finalement? Parce que le collectif, c'est beau et on voit c'est nécessaire pour casser les silos, mais c'est aussi exigeant à faire fonctionner. Quels sont selon toi en tout cas les atouts en fait, de faire collaborer nos collectifs et les enjeux qu'on a devant nous? Il y a beaucoup de choses à dire là. Je pense que ça fait 2 ans je pense qu'on discute avec PADV. L'objectif dans un premier temps c'est de se connaître et de voir finalement si on a la même vision, les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a une complémentarité dans nos 2 collectifs. C'est-à-dire que nous, certes, on a de l'expertise sur le pilier économique, sur l'accompagnement des acteurs dans la structuration, dans la construction des prix, dans la contractualisation. Et vous apportez, je dirais, notre réponse au pilier environnemental. Et donc, il y a une réelle complémentarité, je trouve, entre les 2 collectifs. Et la vision qu'on partage, qui paraît évidente aujourd'hui, mais je le rappelle, c'est que nous, notre volonté, c'est vraiment de passer d'une logique de moyens à une logique de résultat, une logique d'impact. Et clairement, l'outil PADV nous permettrait en effet d'accompagner les producteurs dans cette logique-là et finalement de faire encore progresser notre label de commerce équitable. L'intérêt, c'est ça, c'est la complémentarité des compétences, du savoir-faire et finalement... Alors, est-ce que ça va rajouter de la complexité? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on aura suffisamment d'intelligence justement pour garder chacun notre place et finalement comme on le fait aujourd'hui, ce qui va faire la réussite de la collaboration, c'est la transparence. C'est tel qu'on fonctionne aujourd'hui. C'est la transparence dans nos modes de fonctionnement. On le voit, on a les mêmes interlocuteurs. Et ces interlocuteurs, si je peux me permettre, Pierre-Marie est un bon exemple, ont les mêmes besoins et on les a bien identifiés, on les a bien anticipés. Maintenant, à nous de leur apporter, je dirais, le service approprié pour qu'ils puissent relever leurs défis avec, bien sûr, les agriculteurs du territoire. Sophie, toi, en tant que acteur du secteur financier, quel est l'intérêt pour toi de participer à un collectif comme pour une agriculture du vent? Je précise qu'en plus, tu es administratrice et membre du bureau de l'association. Qu'est-ce que ça représente pour un acteur comme Mimosa? C'est super important parce que Mimosa, aujourd'hui, on joue un rôle d'intermédiaire, de tiers de confiance entre des citoyens et des agriculteurs. On essaye de reconnecter l'ensemble de la société au travail agricole, aux réalités du monde agricole. Et on joue ce rôle-là aussi entre les consommateurs et les entreprises.
Et en fait, pour nous, pour une agriculture du vivant, ça vient encore plus crédibiliser, légitimer le travail qu'on fait. Parce que autant on est expert de la partie financement, communication chez Mimosa, mais on l'est moins sur d'autres outils. Et les outils que met à disposition l'association nous permettent aussi d'apporter des preuves supplémentaires auprès de l'ensemble des parties prenantes qui vont se retrouver sur la plateforme. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit. Et puis je pense qu'on partage tout à fait... on parle beaucoup de transparence depuis le début, on parle de prise de conscience, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, le travail que fait l'association, qui est extrêmement inclusif, positif, tourné vers l'action, c'est exactement ce dans quoi on se retrouve et ce qu'on veut aussi faire transparaître à travers la plateforme. Bien que le dernier point du manifeste était important, c'est qu'on parle de plus en plus de régénération, d'agriculture régénératrice. Finalement, derrière ça, il y a des fondamentaux à mettre en place pour y arriver, qui sont la transparence, la coopération, le partage d'une vision commune, la contractualisation, qui permet de créer le cadre de coopération en toute sécurité. Finalement, pourquoi aujourd'hui, pour aller plus loin, vous avez accepté de signer le manifeste? Peut-être Hervé, pour commencer. Alors, le fait de signer manifeste, pour moi, c'est aussi d'avoir des produits qui vont être sains aujourd'hui. On va respecter les sols, on va avoir plus de biodiversité. Et avant tout aussi, ça correspond aussi aux valeurs que j'ai dans mon métier, car c'est une passion avant tout. C'est revenir au cœur de l'agronomie. Paysan à la base, c'est l'agronomie avant tout. Donc du coup, les valeurs de ce manifeste reprend un petit peu toutes ces catégories-là. Et c'était important pour moi de le signer parce que toutes ces valeurs correspondent à tout ce que je suis en train de faire, quoi. Et toi, Pierre-Marie ? Moi, je vais partager quelque chose. Quand j'ai partagé le manifeste en interne, on m'a dit bah, « Tiens, c'est marrant, ça aurait pu être toi qui l'a écrit ». Honnêtement, ce qui est écrit, je le partage à 300%. Et moi, ce que je ressens au salon, je ressens que la coopération, la volonté d'agir est là. Et je pense que c'est une super bonne nouvelle de voir Agriéthique qui rejoint PADV. En fait, c'est exactement ça que j'attends de ce mouvement et de ce manifeste. C'est-à-dire l'enjeu de transition est tellement énorme, il y a du travail, il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, on a deux choix, c'est soit on est contre, soit on est pour. Et en fait, en étant pour, en fait, on arrête de passer du temps inefficace. On a besoin d'efficacité, d'action. Et c'est pour ça qu'on a signé ce manifeste, on est super contents. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisqu'un journaliste qui m'a interrogé m'a dit « Mais c'est un peu facile d'être pour. Il suffit d'être pour, c'est facile. » Concrètement, t'en penses quoi, Ludovic? Est-ce que c'est si facile que ça d'être pour? Et aujourd'hui, pourquoi tu signes ce manifeste justement pour aller plus loin? Quel est le message derrière ça pour toi? Bah, après, je me suis jamais posé cette question-là, d'être pour, d'être contre. Avant de connaître PADV, nous avions déjà cette vision-là, d'aller vers une logique d'impact, de redonner de l'autonomie aux producteurs. Donc on cherchait une solution. Donc on l'a trouvé. Donc je ne vois pas pourquoi on se poserait plus de questions. Et après, j'aime bien le pour d'ailleurs, justement. Je te l'avais déjà dit, on va faire un peu de com, mais pour les mêmes valeurs, pour les mêmes convictions, pour la transition, pour la rémunération. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur tous ces éléments-là. Et quand j'entends Pierre-Marie, Hervé parler de ce sujet, à la fois de la transition, du commerce équitable, de PADV, finalement, on voit qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, continuons. Je veux dire, il ne faut pas se poser de questions, justement. Il faut continuer, il faut avancer. Et puis, il y en a... Moi, quand quelqu'un est contre un modèle, moi, je trouve ça plutôt intéressant, finalement. Soit il en est jaloux, et la plupart du temps, c'est ça. Et ça me donne encore plus envie d'avancer sur le sujet. D'accord ? Donc voilà, donc, c'est d'une évidence, en fait. C'est une évidence. Et toi, Sophie ? Aujourd'hui, la démarche, elle peut être que collective. Et je pense que le manifeste, il reflète bien ça. Et aujourd'hui, certes, les agriculteurs sont en première ligne de l'ensemble des actions de transition à mener, mais je trouve que le manifeste reflète bien l'ensemble des contributions que peut apporter la transition agricole, à la fois en termes d'alimentation, de santé, de production d'énergie renouvelable, d'environnement, de climat. Et aujourd'hui,
il faut montrer à l'ensemble de la société qu'on est collectivement tous concernés par ces enjeux-là. Les agriculteurs, certes, mais également les citoyens, les entreprises. Et je trouve que le manifeste, la démarche, elle est super intéressante parce que forcément, elle vient responsabiliser, sensibiliser l'ensemble des acteurs de la filière, de la chaîne. Alors, donc, si vous êtes motivé plus que jamais de signer ce manifeste, on vous invite à vous connecter sur pour.org. C'est en ligne et il suffit de le signer et le mouvement est en marche. Donc, on compte sur vous pour contribuer à l'accélération de cette transition. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions et à très bientôt.